Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un point sur le Bitcoin principalement. On va parler d'inflation puisque hier, on a eu les résultats du mois de mars, du CPI, de l'indice des prix à la consommation américain sur le mois de mars. Ça a pas mal joué dernièrement sur les marchés. Vous savez qu'on écoute beaucoup en ce moment ce que va dire la Fed et on écoute beaucoup les marchés américains. Donc on va faire un gros point là-dessus. On va faire un gros point sur pas mal de choses, le pétrole, le dollar, expliquer un petit peu où on en est sur Bitcoin et pourquoi en ce moment ça a été plutôt morose ces derniers temps, mais on pourrait partir là ici sur un rebond. On passe tout de suite en partage d'écran. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à mettre un like, un commentaire, vous abonner, activer la cloche des notifications si vous êtes nouveau sur la chaîne. C'est ce qui pousse la chaîne tous les jours. Je n'ai rien à vendre, je ne vends rien. Simplement, je produis du contenu. Donc, je serai heureux si jamais ce contenu peut être diffusé au plus grand nombre. Et c'est vous qui faites l'algorithme de YouTube. Ça, c'est dit. Maintenant, on passe sur le prix du BTC. Donc bon, un petit peu comme on avait prévu hein, sur les 2 ou 3 dernières vidéos, nous on avait prévu un bottom ici plutôt autour des 40 500. Bon, il se trouve qu'on a fait une déviation pour descendre jusqu'au quasi 39, voilà. Mais bon, on savait que à partir de ce moment-là, potentiellement, cette trend pourrait peut-être tenir. Alors, c'est pas encore, bien sûr, gagné, mais on a plusieurs choses ici qui nous disent que potentiellement, on pourrait être sur un joli rebond sur le prix. D'abord, on a le chartisme. Le chartisme en court terme, je vous avais parlé aussi de divergence au niveau momentum, qui pouvait nous faire dire que ici, vous voyez là, comment dire, le prix ici était à la diminution et le momentum là ici était à l'augmentation. Je parle de tout ça en fait, hein, là, tout ça ici, là, vous voyez que le prix descend et le momentum augmente. Pareil sur MACD, voilà, on avait pas mal de divergences. Ici, une divergence haussière qu'on avait vue en 4 heures sur le Cypher. En 1 heure, si on regarde le prix juste uniquement, on peut voir qu'on vient de faire une espèce de bull flag là. Tac, alors peut-être que on va peut-être plutôt se mettre en 30 minutes, 15 minutes, voilà, en 15 minutes. Donc on a fait une sorte de bull flag, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est là. Là, on a un drapeau, si vous voulez, hop, tac. Ça s'appelle un bull flag, c'est un canal descendant pendant une hausse. Avec une target assez importante, puisque théoriquement, on est censé reprendre tout le mât en entier. Donc, si je prends le mât là ici, que je le reporte au point de cassure, ça nous emmènerait ici autour des 43 000 $. Alors, il y a deux écoles là. Certains peuvent dire que la vraie tendance, elle a commencé ici, d'accord? Donc, en fait, que le mât est plus court, puisque c'est pas un mât qui est tout droit, qui est parfait. Donc, si le mât est plus court, pour le coup, on irait jusqu'au 42 200. Donc première target ici court terme autour des 42-43. Bon, on sait qu'il y a de l'argent à prendre hein, au-dessus. Globalement, si jamais on revient ici en daily, comment dire, Bitcoin va de zone de rechargement en zone de rechargement et c'est souvent le cas sur ce type de canal ascendant. Pour l'instant, je veux pas parler de bear flag parce que ça pourrait être un bear flag aussi là qui est en train de se dessiner. Hein. Parce que moi j'attendrai une touchette en plus. Un bear flag, c'est quoi? C'est l'inverse, c'est-à-dire, vous voyez ce flag-là, vous imaginez que l'autre était en train de descendre, celui-là est en train de monter. Donc ça, c'est plutôt une figure de continuation. C'est-à-dire que on était à la baisse, on a fait cette correction. La correction est du coup à la hausse et on va redescendre encore plus à partir de là. Le mouvement de baisse n'est pas fini. C'est une possibilité, mais bon, moi je pense que c'est encore un petit peu tôt ici pour parler de bear flag. Alors effectivement, on a 1, 2, 3 touches, on a pas mal de touches en bas. C'est même plutôt un biseau, puisque vous voyez que ça se resserre un petit peu. Donc un biseau ascendant, bon, globalement, c'est une figure qui est bearish aussi, donc ça change pas grand-chose. Mais on va bien surveiller ça. Il faudra bien surveiller qu'on casse bien à la hausse ici cette figure et que tout ça est surtout bien un round bottom, c'est-à-dire en fait une pattern de retournement. Voilà. Si on reste un peu trop dans ce canal, c'est pas très bon. Donc j'avais donné ici cette target des 41 000, 40 100 à peu près, bon 161,8, on était à 40 700 je crois. Donc voilà, on est allé légèrement en dessous et vous voyez qu'on a pris toute la poche de liquidité qui était là. Globalement, comme je le disais, Bitcoin qui se balade de zone de rechargement en zone de rechargement. Vous voyez que là, si on trace la zone de rechargement de ce mouvement, on est à peu près allé pile dedans, légèrement en dessous, mais globalement pile dedans. Si on reprend ici ce mouvement-là, le mouvement précédent, où est-ce qu'on est venu se garer pile en zone de rechargement aussi hein. Si je vous la trace, vous allez comprendre que elle est
ici, d'accord? Hop, un petit peu de mal aujourd'hui avec la souris. Tac, elle est ici, donc on a rebondi pile dedans, et la fois d'avant c'était la même chose, et la fois d'avant c'était encore la même chose. Donc pour l'instant, c'est ça qui fait ce canal, on va de 0,618 en 0,618 et on se balade comme ça. Vers le haut, c'est ça qui a créé un petit peu cette espèce de canal, on va de zone de rechargement en zone de rechargement. À partir de là, pour l'action de prix, voilà, pour moi, je vous ai déjà fait un premier topo. On va maintenant essayer un petit peu de se concentrer sur le Fonda. Donc, je vous ai parlé de ce bear flag. Sur le Fonda, il y a une rumeur qui dit que Apple a lancé des recherches de jobs autour des wallets digitales. Donc, pour comment dire, faire de la coordination entre l'Apple Pay et les wallets digitales. Vous savez que c'était un petit peu ce qu'on attendait de la part du discours de Jack Mallers, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, on sait en tout cas qu'Apple va probablement se lancer ici dans la crypto, dans les assets digitales. Ils ont fait une recherche de poste, donc ils ont émis une offre d'emploi pour ça. Donc c'est une rumeur, mais qui est plus ou moins avérée, voilà. On sait que Terra Luna a encore racheté, c'est-à-dire que la fondation Luna a encore racheté ici 2500 bitcoins au prix de 42 000 dollars le 13 avril, donc aujourd'hui. Euh, et ça fait finalement que Luna a 42 000 BTC déjà, hein. C'est-à-dire que c'est quand même relativement énorme déjà comme bague. Si je vous donne un point de comparaison, ici par exemple, vous voyez que ça correspond exactement au nombre de BTC qu'a Tesla dans sa trésorerie. C'est bien plus de BTC que Galaxy Digital. Enfin, vous voyez que ça commence à être un gros poisson quand même là pour le coup, Luna, à force d'achat. Luna a dit qu'ils achèteraient en tout 3 milliards de dollars dans un premier temps et à terme 10 milliards de dollars de Bitcoin. Ce qui est très intéressant, c'est que Luna achète Do Kwon, donc qui a créé Terra Luna, achète directement au spot. Donc il fait monter le prix en achetant plutôt que d'acheter OTC, over the counter, sans que ça n'ait d'action sur le prix. Notre ami La Baleine, qui est la troisième plus grosse adresse de BTC au monde avec 123 000 BTC, vient de se remettre là une bonne petite salve de BTC aujourd'hui, 600 BTC à peu près, au prix de 40 000 dollars. Donc ça, c'est quelqu'un qui assez souvent achète très bien les dips et revend très bien les tops. Donc c'est quelque chose de plutôt encourageant aussi pour éventuellement passer sur un Bitcoin à la hausse. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Pour information, il y a 15 millions de bitcoins qui sont désormais dans l'offre qu'on considère comme illiquide. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, qu'est-ce que c'est qu'une offre illiquide? Bah, c'est tout simplement le fait que ce sont des portefeuilles qui en général ont un comportement non vendeur, c'est-à-dire qu'ils ne vendent jamais plus de 25% de leur portefeuille. Et ces gens, en ce moment, on a 15 millions de bitcoins qui sont dans ce cas-là. 15 millions sur environ 19 en circulation actuellement. Donc ça fait vraiment une très très forte augmentation de l'offre actuellement illiquide, c'est-à-dire des gens qui ont plutôt un comportement de hold. Voilà, on va parler d'inflation maintenant. Alors, on va parler d'inflation, pourquoi? Parce que hier sont sortis les chiffres de l'indice des prix à la consommation américain. Ces chiffres sont de 1,2% pour le mois de mars. Vous comprenez que si on multiplie ça par 12, eh bien, vous aurez facilement 14% d'inflation à la fin de l'année. Donc du coup, c'était un très très mauvais mois en termes, bien évidemment, d'inflation. Pourquoi? Parce que ce sont principalement les prix du pétrole et du blé hein, qui ont ici poussé l'indice de la consommation à la hausse. Qu'est-ce que nous dit cette histoire? Ça fait que sur 8 mois glissants, on est sur une inflation à 8,5%. Hein, c'était pas arrivé depuis 40 ou 50 ans, donc c'est vraiment quelque chose de historique en termes de CPI, voilà. Et puis, bien entendu, on s'attend à une réponse de la Fed. Par rapport à ça, la Fed va devoir donner une réponse. Le problème, c'est que la Fed a un petit peu les mains liées. Donc, qu'est-ce qu'on nous sort ici comme narration? Alors, je vous ai trouvé un article français qui en parle, mais en gros, l'administration Biden a dit, là, en mars, l'inflation, elle va vraiment pas être bonne. Ils nous ont dit ça avant-hier. Et que tout ça est poussé tout simplement par la guerre en Ukraine. Alors, il faut comprendre plusieurs choses. Il faut comprendre que d'abord, la hausse des prix est due à l'impression monétaire à outrance qui a eu lieu l'année dernière, d'accord? Et au fait que, bien entendu, la Fed n'a pas suffisamment tôt remonté ses taux progressivement. Ils ont attendu trop longtemps. On ne sait pas exactement pourquoi, mais ça aurait dû être fait bien avant. Aujourd'hui, du coup, on est en risque de récession parce que les outils de la Fed risquent de ne pas fonctionner. Et la deuxième chose à bien comprendre, c'est que aujourd'hui, on nous dit c'est à cause du pétrole, mais
il y a deux choses à bien comprendre, c'est qu'on nous prend quand même un petit peu pour des truffes, parce que déjà, le pétrole a augmenté à cause des sanctions et non pas à cause de l'invasion de l'Ukraine. Donc ça, il faut bien aussi le remettre ici en considération. Le pétrole a augmenté à cause des sanctions sur la Russie. Et deuxième chose, les Américains ont des stocks, et là, ici, ils en parlent dans cet article légèrement, après avoir annoncé des prélèvements historiques dans ces réserves stratégiques de pétrole, se retrouvent à court de levier. Ils ont des stocks énormes en termes de pétrole. Ils pourraient largement ici faire dumper le prix. Seulement, le problème, c'est comme quand vous avez, je ne sais pas, un stock j'en sais rien, vous avez un stock de quelque chose qui a un certain prix, vous avez chez vous 3000 tonnes de patates, vous n'allez pas les dropper d'un coup sur le marché, sinon vous allez faire mal, on va dire, à votre propre économie, bien sûr, et aux compagnies pétrolières en général. Les compagnies pétrolières en ce moment, là c'est la saison des earnings, donc il y a une partie des profits du premier trimestre qui vont être divulgués. Mais on sait très bien que Saudi Aramco, par exemple, ExxonMobil, toutes ces boîtes-là ont fait des profits historiques sur le premier trimestre, des profits vraiment gigantesques. Donc, c'est quand même un petit peu prendre les gens pour des imbéciles que de leur dire attention, là il y a une grosse inflation qui arrive et c'est à cause de la guerre en Ukraine. C'est pas à cause de la guerre en Ukraine, déjà première chose, c'est à cause des sanctions qui ont été mises sur la Russie, auxquelles la Russie a répondu par des contre-sanctions, bien évidemment. Et puis, dans ce domaine-là, les États-Unis vont sortir gagnants puisqu'ils vont vendre du gaz de schiste et voilà, du pétrole également qui a été comment dire, extrait par fracturation hydraulique. Donc du coup, ils vont complètement rentrer dans leur coût, comment dire, leur coût de production. Parce que les États-Unis est le premier producteur de pétrole au monde. Ce sont les premiers à produire du pétrole dans le monde. C'est eux qui ont le plus grand nombre de millions de barils à l'année. Cependant, ils ont du pétrole qui est très cher à extraire. Ils ont relancé les investissements dans ce cadre-là. Mais comme il n'y avait plus beaucoup de pétrole, on va dire, en surface, la facilité du pétrole, c'est de le prendre le moins profond possible, voilà, si vous préférez. Et bien là, on est allé chercher des nappes beaucoup plus bas et dans des endroits beaucoup plus compliqués d'accès, etc. Et donc, du coup, ils ont du pétrole qui est, malheureusement pour eux, plus cher à extraire que ce qu'il était vendu, par exemple, l'année dernière au moment du crash Covid. J'espère que ça fait sens pour vous de comprendre bien tout ça. C'est-à-dire que on nous prend vraiment ici quand même un petit peu pour des imbéciles de nous dire que c'est la guerre en Ukraine qui pousse l'inflation. Deuxième chose, et c'est normal, eh bien, on a le DXY qui corrige suite à ces résultats d'inflation. Les gens se disent, si j'ai du dollar mais qu'il n'a plus de pouvoir d'achat, finalement, vous avez, si vous voulez, deux choses. D'abord, vous avez le fait que les actions et le Bitcoin sont un magnifique bouclier contre l'inflation, puisqu'ils font, ils gagnent de l'argent, ils ont un meilleur, si vous voulez, rendement. Mais le combat de la Fed est une mauvaise narration. Le combat contre l'inflation est une mauvaise narration pour les marchés, puisqu'il y a des rotations qui se font d'assets pour aller sur un autre marché. Donc, sur un autre marché plus sécuritaire, avec où il n'y aura pas de sell-off, avec voilà, un marché plus obligataire, ce qu'on appelle ici en France des fonds en euros, contrairement à des fonds en unités de compte. Qui sont probablement beaucoup plus à la fois dynamiques, mais beaucoup moins sécuritaires. Donc voilà, ça c'est les choses dont je voulais parler aujourd'hui. Je voulais aussi vous dire, donc là on est toujours sur le fondamental, qu'il y a nécessairement au niveau du pétrole une entente qui s'est faite. Il y a une entente qui s'est faite entre ExxonMobil, Saudi Aramco et bien évidemment les Russes aussi. Et ça va passer en justice bientôt. C'est-à-dire qu'il y a des suspicions d'entente dont personne ne parle, mais qui ont été évoquées par le Sénat américain, donc par le Congrès. Donc du coup, il y a certains PDG de ces sociétés-là, en tout cas américaines, qui vont devoir bientôt témoigner devant le Congrès pour expliquer pourquoi les prix sont restés aussi hauts alors qu'ils avaient la possibilité et pourquoi surtout il y avait entente sur les prix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de compétition normale comme il pourrait y avoir dans ces moments-là. Une compétition, une entente, ça veut dire que certains acteurs du marché, un oligopole où il y a quelques vendeurs, certains acteurs du marché se mettent d'accord. Et donc, du coup, on est dans des conditions de quasi-monopole puisque tout le monde est d'accord sur le prix auquel il veut vendre.
Donc tout ça est très important. Je vais aussi vous faire un petit point Covid. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, parce qu'on a apparemment une résurgence du Covid. Alors j'ai pas regardé depuis, mais une résurgence du Covid en Chine. Donc on va faire ça. Tac, 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 tac. On va sélectionner la Chine. Oh, China. Voilà. Et là, vous voyez qu'effectivement, le Covid est en train de repartir très fort en Chine. Maintenant, et ça c'est très important de le regarder aussi, si vous regardez la courbe Europe par exemple, parce que du coup ça permet de mettre les choses un petit peu plus comment dire, oui, en perspective, voilà, c'est ça. Et ben en fait, la parabole que je vous montrais là à l'instant, ça correspond à cette espèce de petit prout de lapin là, alors que la parabole, comment dire, européenne avant, elle était bien bien au-dessus. Donc par contre, les Chinois surréagissent très souvent, c'est-à-dire que à la première United States, voilà, on va regarder les États-Unis. Les États-Unis, vous voyez qu'on est littéralement en train de redescendre, on est vraiment à la fin d'une vague, et en Chine, on est en train de repartir sur une autre vague. Un des problèmes qu'a eu la Chine aussi, bah, c'est que évidemment, à chaque fois, ils confinent, etc. Donc, il n'y a pas d'immunité collective qui est en train de se faire. Et bah, du coup, quand ça repart, ça repart. Mais vous comprenez que c'est du pipi de chat. Ça, là, c'est du pipi de chat. Si vous mettez en face, par exemple, la France, voilà, eh ben là, la Chine, il n'y a rien. Il n'y a pas de cas, si vous voulez, en nombre de cas. Là, ça c'est des nombres de cas pour nombre de cas confirmés par million d'habitants. C'est ça. Et ben, en France, on était au plus haut de la vague à 5000, et en Chine, on est actuellement à 17 personnes. Voilà. C'est simplement pour remettre les choses aussi dans leur contexte. Donc oui, la Chine va peut-être reconfiner une partie de son territoire. Ça a déjà été fait à Shenzhen, etc. Oui, il y a une poussée du Covid en Chine, mais ça n'a rien à voir avec les vagues que nous, on a pu avoir et la manière dont chez nous, ça a pu partir par le passé. Ensuite, je voulais vous montrer une charte que je trouve intéressante, très bullish. Là, je vais vous vendre un petit peu d'opium, hein. Mais ça s'appelle le cycle du sentiment de Justin Mames. C'est, on va dire, assez souvent, comment dire, ça correspond un petit peu à des patterns de Wyckoff, hein, il y a un petit peu, il y a un petit peu de ça l'idée. Et quand vous mettez la charte actuelle, donc vous voyez ici, bon, en gros, il y a la confidence qui revient, là on achète le dip, ici il y a de l'enthousiasme, et là il y a un gros sell-off, d'accord? Donc là on est dans le disbelief total, la panique ici le découragement, et puis ensuite, ici on appelle ça le mur de l'inquiétude, the wall of worry, jusqu'à arriver à une période d'anxiété, et là, bam, ça descend, il y a une aversion, et là commence une hausse dans laquelle personne ne croit. Voilà, c'est ça qu'on appelle le denial. Denial, ça veut dire que personne ne croit à cette hausse et personne ne veut la voir. Tout le monde se dit, de toute façon, on va encore refaire le même scénario que celui d'avant. Et quand on met en face la courbe de BTC depuis maintenant octobre, c'est à peu près exactement ce qu'on a en fait vraiment quasiment au graphe. Enfin, les graphes sont effectivement très semblables. Et donc voilà, ça m'amène à vous parler du sentiment. Du coup, donc là, effectivement, on serait dans une zone où on serait dans le denial. Pire, personne n'y croirait. Tout le monde dirait mais non, mais non, mais non. Ça ne repartira pas et où en fait on casse par surprise assez rapidement. Là, bon, c'est sur TradingView, c'est quelqu'un qui a mis ça en ligne, en ligne, mais globalement, vous comprenez ici l'idée du cycle de sentiments de Justin Mamis. Donc, on serait là à la fin de la version, peut-être, et puis on repartirait sur une hausse dans laquelle personne ne croit et dans laquelle on aurait ici, on recorrigerait en fait à l'instant T, c'est-à-dire que on serait bloqué sur cette borne désormais, la borne qui pour nous maintenant est à 48, et là il y aurait un petit dip qui serait massivement shorté, et puis ça nous permettrait de short squeezer un petit peu au-dessus. J'espère que vous comprenez bien tout ce que je dis là. En tout cas, je trouvais que cette charte était relativement sympa parce que très ressemblante, et voilà, je trouvais que c'était bien de la montrer. À partir de là, on va faire le sentiment maintenant. Donc du coup, le sentiment, carnet d'ordre. On a des ordres à l'achat qui se sont mis là en dessous sur ce rebond là. Vous voyez ici, on est en 1 heure. Des ordres à l'achat qui sont mis ici dans le rebond. On a des nouveaux ordres qui sont apparus depuis ce range-là à l'achat en dessous, hein. Vous voyez qu'il y en a quelques-uns de frais là. Tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est construit un petit peu ici est relativement frais. On a des ordres de vente le long là, mais bon, globalement, c'est des ordres de traders, c'est relativement normal. Ici, on a travaillé un petit mur de vente. Et puis là, on arrive peut-être sur un point où ça bloque un petit peu plus, puisqu'on a plusieurs centaines de bitcoins ici à la vente.
Donc là, on arrive un petit peu dans le dur, hein, c'est-à-dire que là, pour remonter aux 42 000, ça va demander un petit peu plus de momentum. Ensuite, les options Max Payne Price à 42 000 pour le vendredi, donc dans 2 jours à 9 heures. Les gens qui ont énormément d'argent, qui sont, on va dire, les vendeurs d'options, auront un intérêt à ce que le prix reste autour de 42 000 pour faire perdre tous les acheteurs de put et de call, notamment ce gros strike là ici à 50 000 par exemple, et ce petit strike aussi, ce petit strike en pool ici à 40. Sincèrement, moi je dirais ici là entre 41 et 42, ça va, mais il faut surtout pas que vendredi à 9 heures on soit à 40 si jamais on baisse, et il faut surtout pas qu'on soit à 50. En gros, les deux gros strikes qui sont là. Voilà, on passe maintenant sur l'order flow. Hop, j'en profite pour faire un petit save. L'order flow, là, on est en 12 heures, donc on va repasser en 5 minutes. S'il y arrive, notre ami. On va refresh. Tac, on est bien en 5 minutes, c'est bon. C'est bizarre, on dirait pas une charte de 5 minutes, ça. Voilà. Ok, c'est mieux. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous avais identifié ici ce level de short à prendre, mais entre-temps, on n'a pas vraiment travaillé les niveaux. Vous voyez que ce niveau a été pris. J'ai pas fait de vidéo hier, d'ailleurs, autant pour moi, mais j'avais plein de trucs à faire et c'était vraiment pas possible. Donc du coup, entre-temps, nous on a fait la vidéo le 11. Là, on a expliqué que c'était un sentiment qui était très long, très long, très longué, très longué. Vous voyez qu'on est descendu en dessus, hein. Donc si je vous ajoute un niveau ici à prendre en long, on l'a pris. Ici, énormément de short. Donc on avait un niveau de short à prendre. Un niveau de short à prendre ici, vous voyez. Augmentation de l'open interest. Ici, augmentation du nombre de contrats en circulation, diminution du funding, donc le funding est en majorité shorter. Comme le nombre de contrats augmente en même temps, ça veut dire qu'on a sur cette hausse de contrats ici, une majorité de shorters qui sont rentrés dessus. Ce niveau a ensuite été pris. Ensuite, on a eu une petite résurgence de longue, mais on ne va pas la noter parce que le funding n'est pas repassé positif. Mais on va dire que si, oui, bon, allez, on va la noter. Il y avait un petit niveau en longue à prendre ici. Comme ça, on l'aura pour plus tard. Euh, hop, c'est un long. Pas de mal aujourd'hui, hein. Alors, tac. Et puis ensuite, on reste en short ici, on reste en short, on reste en short. Ici, très forte augmentation, vous voyez, du nombre de contrats en circulation, plus diminution du funding. Ça veut dire que c'est que du short quasiment qui rentre là-dessus. Donc là, sentiment très bear avec des niveaux à prendre un peu partout sur la montée, mais on gardera le plus haut pour simplifier, voilà. Et ça, c'est du short, donc on va le mettre en bleu. Ensuite, ici, le nombre de contrats diminue parce que le prix liquide du longueur. Et en même temps, on est sur de la diminution du nombre de contrats jusque-là. Toute cette diminution se fait en augmentant le funding. Donc, on sait qu'on a un niveau ici à prendre en longue aussi. Et puis ensuite, ça remonte, nombre de contrats qui augmente avec un funding qui diminue, voire qui passe négatif. Donc on avait aussi un niveau de short à prendre à peu près par ici. Voilà. Hop, hop, hop. On va même le placer au plus haut, comme ça. Voilà. Et puis ensuite, le funding est repassé négatif, etc. Donc on a un niveau de longue à prendre ici. Hop. Ensuite, à partir de là, le niveau repasse en négatif. Donc, on avait aussi un niveau de short à prendre ici. Vous comprenez là, le nombre de contrats augmente, le funding diminue, hein, d'accord? Excusez-moi, c'est un peu long et rébarbatif, mais j'ai pas fait de vidéo pendant 2 jours, du coup, et je les fais tous de manière à ce que vous compreniez bien le mécanisme. J'ai d'ailleurs fait un tuto sur Coinalyze, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse de comprendre tous ces mécanismes-là et puis d'utiliser Coinalyze comme je l'utilise. Et ici, c'est pareil, là, sur ce point-là, on a eu un funding qui est passé en négatif, donc on avait du long à prendre ici. Ce niveau-là sera probablement repris à un moment. Et puis, on a eu un pic de short à prendre ici. D'accord? Donc, sur les 2 derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, actuellement, on est plutôt en longue, donc on aura un tout petit niveau, parce que le nombre de contrats, l'augmentation du nombre de contrats n'est pas énorme, mais elle est là, donc nous, on le note. On aura un petit niveau à prendre ici en longue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quels niveaux ont été pris? Tout simplement, vous voyez qu'on là, on vient de short squeezer et qu'on vient de faire celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc, tous les shorts qui étaient ici dans la place ont été nettoyés via
cette opération de deleveraging, on enlève du levier, on deleverage le marché, et tout ça, en gros, tout ça correspond à des clôtures de short, voilà. Ici, on fait un petit pic en l'air aussi, on va considérer que ce niveau-là est pris. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on a à prendre plus haut? On a les 42 397. Vous avez vu que je note beaucoup plus de niveaux à prendre ici en longue et je les note plus méthodiquement parce que tout simplement, moi j'ai un peu plus. J'ai vraiment besoin d'avoir des niveaux quand on descend pour acheter des dips. Et puis après, j'ai besoin d'un niveau global à prendre de short ici. Voilà, pour moi, les 42 365 sont un endroit où on a été beaucoup shorté et où il y aura une poche de liquidité à prendre en haut. Qu'est-ce qu'on va faire là? Peut-être se débarrasser de ce petit niveau-là. On pourrait refaire même un dip pour repasser vite fait au 40. Ou alors on peut donner raison à ce bull flag dont je vous parlais là. Vous le voyez très bien là, ici, le flag. Donner raison à ce bull flag et tout de suite partir au 42-43. iBlock, qu'est-ce que nous dit iBlock? Donc ça, c'est les positions fraîches et on va estimer qu'elles sont en gros levier. Vous voyez que sur ce rebond, on a énormément corrigé là le delta. C'est-à-dire que le delta là en valeur était plutôt en faveur des shorters. Le delta, ça veut dire quelles positions sont en cours sur le marché. Un très gros long là qui a été posé selon iBlock avec potentiellement un niveau à prendre jusqu'à, on va dire voilà, jusqu'à 39 500. Donc, en fait, sous ce dip-là, ou au moins, en tout cas, si on considère que ce long est en levier x50, au 40 500. Donc, c'est possible de faire un petit dip avant de repartir au 42, 43. C'est pas impossible. Néanmoins, vous voyez ici sur Kingfisher que le gros, le dur, le gros du boulot à faire, il est voilà plutôt autour des 43, 44, même en ce qui concerne Kingfisher, on est encore plus haut. Si on veut aller prendre cette grosse poche de liquidité, on ira la prendre. Et puis après, on a des choses à prendre. Pour moi, ce pic des 48 est plus important aussi. Donc, on a peut-être des choses à prendre aussi en short au 48. Il y a certaines personnes qui ont dû prendre profit au moment où on est descendu des 48 au 40. Vous comprenez que si vous avez ouvert un short, vous avez fait moins 20%, vous êtes relativement content, ça va, vous allez potentiellement fermer des positions. Donc, c'est pour ça que cette poche a diminué depuis, puisqu'on a fait le dip qui était recherché par ces personnes-là. Donc, je vous ai montré pas mal de choses, là, je pense. On va faire juste vite fait un tour sur les médias. On revient un petit peu sur le Fonda. Donc, du coup, ici, les médias, l'Ukraine qui donne, les États-Unis qui veulent envoyer plus de moyens d'intelligence. Donc, ça veut dire du satellite, des photos satellites, etc., des choses comme ça. Et puis, en Ukraine, donc la guerre qui monte d'un ton quand même. Beaucoup de choses en ce moment dans le Wall Street Journal à propos de la guerre, hein, on était très orienté. Guerre, ici, on nous explique, bon ça c'est un article qui dit que peut-être les cycles de halving seraient finis. Voilà, rien de bien énorme, sincèrement sur les fondats sur Coindex par exemple. Et ici, pourquoi les investisseurs et les traders ont une fausse tête, head fake, from one source US. On va regarder un petit peu dans le détail parce que j'ai un petit peu de mal à traduire l'idée de cet article. Donc des taux d'inflation très hauts, etc. Bon là on l'a dit, les chiffres de l'inflation, etc. Nanana. Focus on the trading. Nous pensons que c'est une erreur de se concentrer uniquement sur l'inflation autour de la bouffe et de l'énergie. Traditional core, Real Chem, Federal Reserve Arizona, ouais, il n'y a rien de bien incroyable non plus. Ouais, bon, c'est un article, un petit peu un article à la con. Il n'y a rien de énorme là-dessus. Donc voilà, non, rien de gros en tout cas à regarder sur les marchés. Ici, Cathy Wood de ARK, qui est très axé sur la tech et donc beaucoup sur Bitcoin également, ARK Investment, qui parle encore de tech et de, on a un article ici sur le Bitcoin, quelqu'un qui a été accusé d'avoir mis des retraits de machines électriques, des retraits de, comment on appelle ça, les DAB, quoi, les distributeurs automatiques de billets, voilà, dans des laveries pour aider les criminels à pour aider les criminels
à blanchir leur argent. C'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, voilà. C'est vraiment drôle. Voilà, écoutez, on a fait un peu le tour là-dessus. Je voulais vraiment faire un gros point aujourd'hui sur l'inflation. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi cet article, près d'un Français sur 12 qui détient des crypto-monnaies. Je voulais vous le montrer depuis longtemps, mais à chaque fois j'oublie. 14 février 2022. Sincèrement, moi je connais pas. Enfin, si je compte 10 personnes dans mes contacts, j'ai pas l'impression qu'il y en a une à chaque fois qui détient de la crypto. J'ai pas l'impression qu'on soit à 10%. Je sais pas comment ils ont fait leur calcul, probablement avec le nombre d'adresses. Et personnellement, moi, des adresses Bitcoin, j'en ai franchement au moins 5 ou 6 à moi tout seul, donc c'est très difficile de faire des chiffres vraiment sur l'adoption. J'ai vu des chiffres comme quoi aux États-Unis, ils étaient 25% maintenant, et franchement, j'y crois pas du tout non plus. Et je regardais un YouTuber qui disait, mais c'est n'importe quoi, il n'y a pas une personne sur quatre qui est. Enfin, vous regardez autour de vous, je veux dire. Donc, à mon avis, c'est vraiment, ils prennent en fonction du nombre d'adresses, hein, le nombre total d'adresses actives. Euh, et puis voilà, et puis ils font diviser par la population. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui sort de sondage ou de grosses, de quoi que ce soit de gros. Ici, vous voyez que le nombre d'adresses, il est plutôt en train de latéraliser pour le moment. Ça veut dire qu'en fait, et ça, je voulais je voulais, enfin, j'en profite pour vous en parler aussi. Ici, en fait, sur le premier ATH, on avait énormément d'intérêt, il y avait beaucoup d'adresses, etc. Ce deuxième ATH, on a eu moins d'intérêt, vous comprenez ici. Et puis là, on est plutôt en train de latéraliser. On est quasiment au même niveau d'intérêt que ce qu'on était au deuxième ATH là, après cet énorme short squeeze là qui avait eu lieu après l'été. Et là, moi, je vois le nombre d'adresses actives comme étant une donnée sur l'intérêt voilà, des gens. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas un gros retour des retail, il n'y a pas eu cette grosse FOMO sur le deuxième ATH, il n'y a pas eu. En fait, il y a tellement. Ce gros sell-off là a fait tellement de mal et peur à beaucoup de monde que du coup, il n'y a pas eu de retour là ici vraiment. Donc, à mon avis, ce qui va faire revenir les gens, d'abord, il faut que les institutions reviennent pour en pousser le Bitcoin autour de 80 ou 100 000 dollars. Et puis ensuite, aux 100 000 dollars, à mon avis, il y aura un regain d'intérêt potentiellement des retail qui pourront, eux, amener leurs fonds pour pousser le prix peut-être plus haut. Après, c'est très difficile de bouger une market cap comme Bitcoin actuellement. 2000 milliards, c'est compliqué à bouger. C'est pas comme quand c'était en 2017 ou voire même 2018, 2019, où vous atteignez tout de suite des prix énormes très rapidement. Là, aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait un vrai intérêt global, une vraie adoption globale pour faire bouger Bitcoin parce que la market cap est vraiment conséquente. Écoutez, je pense que c'est tout pour moi. On a parlé hier aussi du test de. Il y avait un shadow fork qui s'est passé sur Ether hier. Apparemment, il s'est plutôt bien passé. J'ai pas sorti l'article là, j'ai pas pensé, mais apparemment, il s'est plutôt bien passé. Pas de bug majeur, donc on peut penser que The Merge aura bien lieu autour du 22 juin de cette année. Il y a encore des tests qui vont être faits dans les prochains jours là sur justement en fait c'est des tests où ils introduisent des forks, donc c'est comme quand vous faites un projet, vous le mettez comme une fourchette, c'est-à-dire vous lui donnez une nouvelle ramification, on va dire, voilà. Et donc, ils vont devoir faire énormément de tests avant de pouvoir dire, bon, bah, ok, maintenant on fait la merge, on lance Ethereum 2.0. Et vous comprenez bien que c'est très important que tout ça fonctionne tout de suite, parce que sinon, il y aurait un vrai risque de dump du prix d'Ethereum si jamais ça ne marchait pas bien, ou si jamais c'était hackable, ou si jamais tout simplement toute la DeFi qui est déjà sur Ethereum, tous les contrats de DeFi, tous les langages de développement, toutes les applications décentralisées n'arrivaient pas à fonctionner avec Ethereum 2.0, ça serait relativement dramatique. Là, sur toutes les apps et tous les langages de développement, enfin voilà, toutes les possibilités, globalement tout fonctionne à part deux petites apps où il y a eu un problème, mais ils sont en train de régler ça. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à nous rejoindre. Demain, on fera une altcoin parce que ça fait maintenant 3 jours que j'en ai pas fait. Donc voilà, c'est bien aussi d'en faire de temps en temps. Après, il y avait quand même ce dip sur Bitcoin. Donc je trouve que c'était bien de parler plutôt de Bitcoin. Personnellement, moi, vous avez compris ici mon idée par rapport au prix. C'est que il est bien possible que, étant donné que le dollar corrige, et oui, ce que peut-être je pourrais vous montrer par rapport au dollar, c'est aussi que le dollar corrige, et le dollar, en fait, est dans cette espèce de canal descendant, là, voilà, depuis plusieurs années. Et si vous regardez, comment dire, ça, c'était un début de bull run, 6 janvier 2017.
Ça, c'était à peu près exactement une fin de bull run. Ça, c'était un début de bull run. Ça, c'était une fin de bull run. Vous le voyez ici, 2020, 2021, pour faire simple, hein. Et puis, pour faire vraiment schématiser, quoi, hein. Mais si là, dollar venait à vraiment recorriger et continuer d'être dans cette espèce de canal là, cette espèce de canal descendant, on va dire, voilà, qui pourrait se transformer en flag, mais il a plus une tête de biseau pour le moment, de triangle. Donc du coup, si jamais ici on revenait à retoucher le bas de cette espèce de gros range, revenir vers les 90, etc., on pourrait être ici au début d'un bull run. Voilà, c'est pareil, mais il faudra bien surveiller ici ce que nous dit le dollar. En tout cas, joli rebond pour Bitcoin. Pour moi, c'est pas forcément fini tout de suite. On pourrait vraiment là avoir des targets de 42, 43 sans être trop, comment dire, optimiste. Peut-être un petit nettoyage en bas pour peut-être un retest en daily, par exemple, de cette résistance oblique. Quelque chose comme ça, voilà, qui pourrait nettoyer un petit peu, si jamais le sentiment part un petit peu trop ici en longue, le nettoyer une bonne fois pour toutes avant de repartir éventuellement. On surveillera tout particulièrement les 44,5 pour moi qui vont être, et il y aura ici forcément aussi un niveau de résistance au 43,3. Donc on surveillera ces deux niveaux. Si on traverse ces deux niveaux, ça veut dire qu'on recasse à nouveau cette espèce de triangle qui maintenant s'est un petit peu transformé en biseau ascendant. Donc il faudrait qu'on sorte assez rapidement de cette histoire parce que ce type de correction-là, ici en chartisme, c'est pas très joli. Mais par contre, il faudrait pas se faire avoir en disant ah ben non, c'est bear, c'est une figure de continuation, alors qu'on est tout simplement dans un rounding bottom et qu'en fait, ici, on fait des plus bas, de plus en plus haut. Donc voilà, est-ce que c'est un rounding bottom qu'on voit là? Est-ce que c'est une pattern d'accumulation? Ou alors est-ce que ça va vendre, ça va sell-off pour aller plus bas? C'est le fondamental, je pense, qui nous le dira. C'est la guerre en Ukraine, c'est toutes ces choses-là. La vie n'est pas faite que de figures chartistes, mais elle est faite aussi d'événements. Pleine lune dans 3 jours. Alors moi, je ne traite pas les pleines lunes directement. Je dis juste que ça peut être un catalyseur. Les pleines lunes peuvent être un catalyseur pour éventuellement faire repartir le prix vers le haut. On l'avait vu ici, on l'avait vu ici, on l'avait vu ici, on l'avait vu ici, ici et ici. Enfin, pendant le bull run, en tout cas, les pleines lunes ont très très bien fonctionné pour essayer de prévoir des mouvements haussiers. Les nouvelles lunes, en revanche, étaient plutôt initiatrices de mouvements baissiers. Voilà, je ne dis pas que c'est forcément ce qui va se passer, je dis que par contre, c'est possible que ça aide. Voilà, c'est juste ça. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Point assez complet sur le Bitcoin et sur l'inflation en cours. On suivra donc enfin, on suivra bien toutes les narrations autour et l'inflation et la guerre, qui pour moi sont les deux sujets principaux du moment. On allait faire ce tour Covid parce qu'on avait une information comme quoi, effectivement, en Chine, ça commençait à avoir du fort Covid. Mais vous voyez qu'en le remettant en perspective de la vague chez nous, on est complètement sur pas grand-chose, hein, un espèce de non-événement. Néanmoins, la Chine surréagit à cet événement-là. Donc, je ne sais pas ce qu'a fait aujourd'hui le HSTech, pardon, le HSTech qui est plutôt toujours dans son rebond là depuis ce plus bas. Vous comprenez ici que la Chine, elle vient de se prendre. C'est pas ça que je voulais faire. Et du coup, je parle, mais du coup, je vais vous faire une vidéo super longue, hein, je suis désolé. La Chine vient de se prendre moins 70% sur son marché boursier. Donc moi, perso, bah, j'en ai acheté du coup. Mais voilà, là, il y a un moment donné où il fallait forcément que ça rebondisse. Le fait qu'ils confinent aujourd'hui, il faut quand même avoir les baloches, hein, pour le faire, parce que quand vous avez... Enfin, vraiment, les Chinois, c'est des machines, hein, c'est incroyable à quel point le yuan... alors, j'ai pas regardé là dernièrement, mais le yuan doit être très fort parce que finalement, eux, ils ont très peu imprimé. Ils ont vraiment pris cette espèce de crise Covid de plein fouet, mais ils ont accepté de le faire. Ils ont dit, OK, on le fait, voilà, on y va, on garde. Et j'ai l'impression que le yuan va devenir vraiment prochainement
va avoir un fort rapport concurrentiel de diversification par rapport au dollar qui avant était, on va dire, l'étalon par excellence. J'ai l'impression qu'on va vers vraiment une grosse confrontation économique et indirecte au travers de certaines guerres et de certaines actions, etc., entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis étant plutôt sur le déclin et la Chine étant plutôt sur l'ascendance et sur, avec la rigueur qu'on leur connaît, sur quelque chose qui peut potentiellement mettre l'industrie américaine en danger. D'autant plus que la Chine se rapproche, il manque à la Chine pour certains endroits des ressources naturelles et qu'elle se rapproche actuellement de la Russie. Donc tout ça sera à suivre pour les prochains temps. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir The Principle of the Rise of Nations de Ray Dalio, qui est un trader légendaire et qui fait des petites vidéos très sympas pour expliquer un petit peu la montée en puissance des empires et de leur monnaie, en quoi leur monnaie est importante, etc. Enfin voilà. Bon, j'arrête de parler. Je vous laisse là-dessus. Si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, je vous mettrai le lien pour Ray Dalio dans la description. Si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire, vous avez une photo sur votre bureau, c'est la photo de qui? Voilà, ça va être ça. Si vous aviez une photo sur votre bureau, si vous n'en avez pas, de qui avez-vous la photo sur votre bureau? C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt. C'était Crypto Signal. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un like. À bientôt et salut. Ciao.